Il s'est emporté et a fulminé, et tout d'un coup, il a vendu la mèche. Même Poutine l'admet. C'est fini pour la Russie. En ce moment, il se passe quelque chose de majeur dans le pays, car les statistiques montrent que la Russie ne se relèvera pas avant 100 ans. L'économie russe est au fond du trou. Le niveau de déni affiché est pathétique. Et le pire, c'est que même la fin de la guerre en Ukraine ne suffira pas à sauver la Russie de l'abîme financier dans lequel son dirigeant a plongé le pays. Vladimir Poutine vient de révéler ce que le Kremlin essayait de cacher depuis des années. Et il l'a fait de la manière la plus poutinienne possible, en soulignant un problème, puis en agissant comme s'il n'y était pour rien. Les statistiques montrent que la croissance économique baisse depuis 2 mois. Dans l'ensemble, le PIB a reculé d'1,8% entre janvier et février, a annoncé Poutine lors d'une réunion sur les questions économiques, selon Interfax. Le président russe a ajouté « L'industrie manufacturière et la production industrielle en général, ainsi qu'un secteur aussi systémique que la construction, ont subi des pertes. » Enfin, Poutine a reconnu l'impact que la guerre qu'il a déclenchée a sur son pays. Certes, il n'a reconnu que les 2 premiers mois de 2026. Poutine est resté étrangement silencieux sur le fait que le PIB de la Russie, ou produit intérieur brut, n'a augmenté que de 1% en 2025, après 2 années de croissance supérieure à 4%, et qu'en 2024, il s'était même approché des 5%. Mais chaque petit pas compte, même si Poutine fait des aveux par omission. La contraction du PIB découle de l'économie de guerre instaurée par Poutine. Nous détaillerons bientôt tous les effets de cette décision sur la Russie. D'abord, les chiffres principaux. La contraction de 1,8% que Poutine mentionne pour janvier et février signifie que le PIB russe était inférieur de 1,8% à ce qu'il était pendant les mêmes mois en 2025. Gardez à l'esprit la faible croissance du PIB cette année-là, et vous verrez que c'est bien plus nuisible pour la Russie qu'il n'y paraît. Le PIB russe est en net recul et la situation ne devrait pas s'améliorer. L'Ukraine annonce que la Banque centrale russe prévoit une croissance du PIB de 1,6% au premier trimestre. Et c'est un progrès, non ? Peut-être pas. Comme le dit l'Académie russe des sciences, le premier trimestre 2026 connaîtra en réalité une baisse annuelle de 1,5%. Quelqu'un manipule les chiffres. Mais pourquoi la Banque centrale russe voudrait-elle rassurer Poutine en affirmant que la croissance arrive ? Nous vous laissons réfléchir. Pour revenir à Poutine, a-t-il proposé un plan pour stopper la chute du PIB russe ? Bien sûr que non. Le président russe n'a même pas reconnu que peut-être la situation économique en Russie est ce qu'elle est, parce qu'il a lancé une invasion de l'Ukraine qui dure depuis plus de 4 ans et qui continue. Je m'attends à recevoir aujourd'hui des rapports détaillés sur la situation économique actuelle et sur les raisons pour lesquelles la trajectoire des indicateurs macroéconomiques est actuellement en dessous des attentes. De plus, en dessous des attentes non seulement des experts et des analystes, mais aussi des propres prévisions du gouvernement et de celles de la Banque centrale de Russie, a déclaré Poutine lors de la réunion. On se demande ce que révéleront ces rapports. Il faudrait un économiste russe très courageux, ou un Swiftie osant dire « Le problème, Poutine, c'est toi ». Poutine fait peut-être semblant de n'avoir rien à voir avec la situation de la Russie, mais il a aussi décidé que c'est le moment de faire comme s'il y avait de bonnes choses dans l'économie russe. Le déni est devenu flagrant lors de la réunion, quand Poutine a affirmé que les experts ont cité le calendrier parmi les raisons de la forte contraction de l'économie russe pendant les 2 premiers mois de 2025. Poutine a déclaré qu'en janvier, il y avait 2 jours ouvrables de moins que l'an dernier, et 1 de moins en février. Il n'a pas tort, mais franchement, Poutine. Perdre 3 jours ouvrables suffit à provoquer une contraction du PIB de 1,8%. Si c'est le cas, pourquoi d'autres pays enregistrent-ils une croissance ? Le Royaume-Uni, malgré une situation économique difficile, a eu une croissance réelle du PIB de 0,1% en janvier et 0,5% en février. Ce ne sont pas des chiffres exceptionnels, mais comme le Japon, les États-Unis et les pays du G7 enregistrent une croissance de 0,1 à 0,3%, cela correspond à la tendance mondiale. Pourtant, l'économie russe a reculé de 1,8%. Poutine sous-entend-il que les autres pays ont magiquement eu les 3 jours ouvrables que la Russie a perdus ? Blâmer le calendrier fait vraiment figure d'excuse peu convaincante, et ce n'est certainement pas suffisant pour expliquer les chiffres qui sortent de Russie en ce moment. Poutine a également souligné le faible taux de chômage en Russie comme un autre point positif. Actuellement, le chômage s'élève à 2,1%. Cela, entre autres, indique que notre marché du travail est en train de changer et qu'il est flexible. Poutine a déclaré lors de sa réunion que les formes d'emploi liées aux plateformes se développent.
Un taux de chômage de 2,1% est certainement impressionnant, du moins en apparence. Mais il y a quelques problèmes avec les chiffres de Poutine, qui montrent que même ce chiffre bas n'est pas vraiment le point fort que Poutine prétend. D'une part, nous ne savons pas à quel point ce chiffre est exact. Dans un article du 10 janvier, Eurasia Review a rapporté les affirmations de l'économiste Valentin Katazanov, qui a déclaré que le chiffre de 2,1% ou 2,2% comme il l'était en janvier est loin de refléter l'ampleur réelle du chômage en Russie. Ce pourcentage exclut ceux qui ne se sont pas enregistrés comme chômeurs auprès des autorités. Il ignore aussi ceux censés être employés, mais sans vrai emploi à temps plein, car leurs journées sont réduites ou leurs entreprises les laissent sans activité par manque de travail. Katazanov estime que le chômage en Russie doublerait si ces problèmes étaient pris en compte. Le tableau idyllique que Poutine présente n'est pas fidèle. Rien de nouveau de la part du dirigeant russe. Supposons que nous acceptions le taux de chômage de 2,1% avancé par Poutine. Même si c'est vrai, c'est encore un exemple de Poutine qui se trahit lui-même. Ce que Poutine essaie de présenter comme une bonne chose pour l'économie russe est en réalité le signe que le pays traverse une crise de la main-d'œuvre. Rappelez-vous, la Russie est un pays dont l'Ukraine affirme qu'il a subi plus de 1,3 million de pertes depuis que Poutine a lancé son invasion. Cela fait beaucoup de personnes, principalement des hommes, qui ont simplement disparu de la main-d'œuvre russe. Selon le American Foreign Policy Council, la Russie est entrée dans la guerre de Poutine, malgré de graves crises démographiques et de main-d'œuvre. Pour la Russie, le scénario le plus optimiste pour résoudre ces problèmes serait d'accueillir 550 000 migrants chaque année simplement pour empêcher sa population de diminuer, et cela avant même de prendre en compte la dette de guerre. Les signes d'une pénurie de main-d'œuvre étaient déjà évidents en 2024. Le Conseil indique que c'est l'année où le site d'emploi russe Superjob a rapporté que 73% des entreprises du pays étaient en sous-effectif. Passons maintenant au 16 avril. Selon le Moscow Times, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabulina, avertit que les entreprises russes doivent augmenter les salaires pour recruter sur un marché du travail offrant tout simplement trop peu de candidats. Des salaires plus élevés accroissent les coûts de production et entraînent des hausses de prix pour les consommateurs. La pénurie de main-d'œuvre en Russie constitue désormais la principale menace pour la stabilité des prix. Un taux de chômage de 2,1% n'est peut-être pas aussi positif que Poutine l'affirme. Cela signifie que Poutine n'a toujours pas résolu la pénurie de main-d'œuvre présente depuis des années. Il a empiré la situation en lançant une guerre qui coûtera à la Russie des millions de travailleurs d'ici la fin du conflit. Voilà pour les aspects positifs de l'économie russe, et il ne semble vraiment pas que quoi que ce soit particulièrement positif, malgré la façon dont Poutine essaie de présenter les choses. Mais c'est là que les choses deviennent sérieuses. Le véritable problème de la Russie, c'est que plusieurs secteurs de son économie sont en chute libre en ce moment même, et il n'y a pas grand-chose que Poutine puisse y faire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous trouvez cette vidéo instructive, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer notre analyse. Il y a de graves problèmes économiques en Russie. Nous savons que vous avez déjà entendu cela, probablement sur cette même chaîne. Nous voyons désormais les conséquences de 4 ans de mauvaises décisions de Poutine, qui plongent la Russie dans un abîme financier sans issue. Commençons par l'activité des entreprises. Selon Ukraine Today, relayant le Moscow Times, le suivi des entreprises de la Banque centrale russe révèle que la croissance de l'activité des entreprises ralentit en Russie. En utilisant son indicateur du climat des affaires, ou BCI pour lequel tout chiffre supérieur à 0 indique une croissance, et tout chiffre inférieur indique un déclin, la Russie est passée d'un BCI de 0,2 en janvier à moins 0,1 en février. Au mieux, on pourrait qualifier cela de stagnation, et la situation ne fait qu'empirer à partir de là. La Banque centrale a aussi constaté une forte baisse des revenus des entreprises russes, dans la plupart des secteurs industriels au premier trimestre 2026, une tendance qui s'aggrave chaque mois. The New Voice of Ukraine publie d'autres statistiques révélant l'ampleur des problèmes industriels en Russie. Le secteur de la construction, pilier de l'économie russe, a vu sa production baisser de 16% en janvier par rapport à l'an dernier. En février, une baisse de 14% a été constatée, probablement due à la diminution de 5,3% des investissements en capital fixe au quatrième trimestre 2025. La production manufacturière en Russie a diminué de 2,9%, en glissement annuel au cours des 2 premiers mois de 2021. Le volume de fret des transports commerciaux en Russie a chuté brutalement en février, tombant à 430,3 milliards de tonnes-kilomètres, soit son niveau le plus bas depuis 2020 au plus fort de la pandémie de Covid-19.
Le commerce de détail stagne en Russie et la croissance des salaires ralentit. Elle était de 8% en février contre 13,5% pour l'ensemble de 2025. Tout cela prouve que les entreprises russes sont en difficulté. Déjà confrontées à une grave pénurie de main-d'œuvre, elles perdent maintenant de l'argent à tour de bras, ce qui signifie qu'elles ne peuvent même plus offrir les salaires plus élevés qu'elles proposaient auparavant. Nous commençons à voir des mesures désespérées mises en place pour faire face à tout cela. Plusieurs usines en Russie passent à la semaine de travail de 3 jours, a rapporté United 24 Media le 30 mars. Parmi elles se trouve Azekartex, qui est une usine d'excavatrices minières, et qui a déjà mis 38% de son personnel en horaire réduit. À Leningrad, selon le média, 8 entreprises ont arrêté leur production et 16 autres ont réduit leurs horaires. Le secteur automobile russe est également confronté à ce type de problème. Avtovaz et Kamaz, les 2 plus grands constructeurs de véhicules russes, ont dû respectivement arrêter la production et réduire le temps de travail. Kamaz est passé à une semaine de travail de 4 jours, reflétant une mesure qu'il avait prise à l'été 2025, alors que les ventes de véhicules russes s'effondraient. En novembre dernier, le fabricant russe de chars Uralvagonzavod a annoncé des licenciements massifs qui ont entraîné une baisse de 50% du nombre d'employés dans certaines de ces unités. Des entreprises en bonne santé ne prennent pas ce genre de décision. Ce sont des mesures que les entreprises commencent à prendre lorsqu'elles ne reçoivent pas les commandes dont elles ont besoin pour rester solvables, alors qu'elles se dirigent vers un effondrement inévitable. À plus grande échelle, ces problèmes d'entreprise affectent le budget fédéral russe. La Russie a fortement taxé ses entreprises hors pétrole et gaz, augmentant la TVA, les droits d'accise et d'autres impôts. Malgré cela, la Russie n'a obtenu qu'environ 7% de revenus supplémentaires de ses entreprises hors énergie, au premier trimestre 2026 payé l'autre qu'on ne lit. Et cela alors que les dépenses du budget fédéral russe ont augmenté de 17%. Résultat, un déficit budgétaire de 4,58 billions de roubles, 60 milliards de dollars, alors que la Russie consacre des centaines de milliards à la guerre en Ukraine. Nous venons d'évoquer le pétrole et le gaz. L'énergie est la base de l'économie russe. L'Oxford Institute for Energy Studies indique que la fiscalité des revenus des compagnies pétrolières et gazières russes représente souvent 30 à 50% des recettes du budget fédéral, tandis que l'énergie pèse 20% du PIB russe. La conclusion que l'on peut tirer de ces pourcentages est qu'un secteur énergétique solide signifie généralement de bonnes conditions économiques en Russie. Mais un secteur énergétique faible, ça, c'est un problème. Et c'est un autre problème qui est rapporté par la Russie elle-même. Dans un communiqué de presse du 8 avril, le ministère des Finances de la Russie a annoncé que les recettes du budget fédéral pour le premier trimestre 2026 étaient inférieures de 8,2% à celles de la même période en 2025. L'augmentation de 7,1% générée par la taxation des entreprises non énergétiques s'est avérée loin d'être suffisante pour compenser le manque à gagner provenant du pétrole et du gaz, dont les recettes étaient inférieures de 45,4% à celles de 2025. La chute des prix du pétrole a causé ce déficit, et la perte de revenus énergétiques a poussé la Russie à suspendre les transactions en or et devises étrangères jusqu'au 1er juillet. Même les résultats de l'opération Epic Fury n'aident pas la Russie comme ils le devraient. Lors de l'opération américaine contre l'Iran, le régime iranien a bloqué le détroit d'Ormuz. Depuis, les États-Unis ont bloqué les ports iraniens et travaillent à rétablir la circulation dans cette voie navigable vitale. Le problème que cela a causé est lié au fait qu'environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent chaque année par le détroit d'Ormuz. Les blocus signifient qu'il n'y a plus de flux de pétrole et de gaz, ce qui a entraîné des chocs sur les prix dans le monde entier. Les prix du pétrole ont oscillé autour de 100 $ le baril durant l'opération Epic Fury, ce dont la Russie a profité. En vendant à prix réduit, la Russie a obtenu davantage par baril via sa flotte fantôme, car moins de pétrole vient du Golfe. Le 9 avril, Reuters a indiqué que les revenus de la principale taxe pétrolière russe allaient doubler à 9 milliards de dollars en avril, grâce à la situation au Moyen-Orient. C'est positif pour la Russie, mais cela ne durera pas. Si les États-Unis et l'Iran parviennent à un quelconque accord qui conduit à la réouverture du détroit d'Ormuz, les prix du pétrole chuteront, et la Russie se retrouvera à nouveau dans une situation où les sanctions et les attaques ukrainiennes contre ses installations pétrolières entraîneront une baisse des revenus du pétrole et du gaz. Avec l'accumulation des problèmes économiques, la Russie ne peut espérer que des sursauts à court terme dus à des circonstances hors de son contrôle. Une fois ces situations réglées, la Russie rencontre vite de nouveaux problèmes. Le CMACEF, qui est un groupe de réflexion russe, note que la situation pétrolière actuelle n'est en fait qu'un pansement posé sur une plaie béante. Même en relevant ses prévisions pour le prix d'exportation du brut Oural à 81,6 $ le baril,
Il affirme que cela n'accélérerait la croissance économique de la Russie en 2026 que de 0,5% et que la croissance totale ne dépasserait pas 1,3%. C'est un scénario optimiste pour la Russie, alors que les signes montrent que 2026 sera une année de récession pour elle. Poutine appelle à des solutions, mais cela n'a guère de sens puisqu'il en est la cause. Les taux d'intérêt en Russie restent élevés, et la banque centrale n'envisage pas de baisse significative prochainement. Les investissements dans les entreprises russes ont chuté de 2,3% en 2025, et le ministère russe du développement économique estime qu'une nouvelle baisse est attendue en 2021. De plus, les seuls investissements réalisés dans les entreprises russes proviennent de ces entreprises elles-mêmes. Maintenant, que pensez-vous qu'il se passe lorsque ces entreprises ne réalisent pas de bénéfices ? Elles investissent moins, ce qui signifie qu'elles ne se développent pas, ce qui entraîne encore plus de difficultés pour l'économie russe. Aucune compensation ni reprise économique rapide n'est prévue pour la Russie. Poutine n'a apporté qu'une montagne de problèmes, plongeant la Russie dans une spirale mortelle. La seule chance pour la Russie d'échapper à cette spirale serait que Poutine mette fin à la guerre en Ukraine, ce qu'il ne fera jamais. Mais cela ne sauvera sans doute pas la Russie maintenant. Dans une tribune pour le Moscow Times, Vassili Bourov, directeur du cabinet de conseil Estantolab, et Andrei Yakovlev, chercheur associé au Davis Center de l'université Harvard, notent que les problèmes économiques de la Russie ont commencé bien avant que Poutine ne lance son invasion. La Russie a privilégié les canons plutôt que le beurre bien avant 2022, note-t-il, précisant que Poutine a longtemps concentré pouvoir et ressources entre les élites régionales, ses proches et les grandes entreprises. Cela signifie qu'il ne restait déjà pas grand-chose à se disputer pour les petits, avant même le début de la guerre en Ukraine, et qu'il y en a encore moins aujourd'hui. La Russie a toujours sous-investi dans les services sociaux et les infrastructures. Il y a une guerre à l'intérieur même de la Russie, car la centralisation de la richesse du pays conduit à la pauvreté dans les régions en dehors de Moscou, ce que Bourov Yakovlev affirme être désormais une décision délibérée, car cela offre à Poutine une source inépuisable de recrues pour son armée. En réalité, les disparités révélées brutalement depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine existent et s'accumulent depuis des années. Elles ne disparaîtront pas avec la fin de la guerre. C'est le système de Poutine. Concentrer la richesse au sommet et laisser le reste de la Russie brûler. La confiance des entrepreneurs envers l'État russe a disparu depuis longtemps. En réalité, la fin de la guerre en Ukraine ne ferait que renforcer le statu quo créé par Poutine. Un tyran fou, obsédé par sa richesse tandis que son pays brûle, n'est pas apte à résoudre les problèmes économiques qu'il a créés lui-même. Il ne reste plus aucun espoir pour la Russie, seulement une chute continue vers une situation économique de plus en plus catastrophique. Même si la guerre en Ukraine s'arrête, les problèmes resteront. Tant que Poutine et ses proches s'enrichissent, ils n'auront aucune raison d'améliorer la situation du pays. Quelle est la solution ultime que Poutine a demandée aux économistes ? Ils ne lui diront jamais, mais c'est de se débarrasser de Poutine. Cela n'arrivera pas. La Russie ne montrera aucun signe de reprise tant que Poutine sera en vie. Il y a beaucoup de panique au sein du Kremlin à propos de tout cela, et il y a aussi beaucoup de panique concernant l'échec cuisant de la Russie sur les lignes de front en Ukraine. Alors que Poutine se replie de plus en plus dans un isolement délirant, la stratégie de l'Ukraine expose des vulnérabilités dans l'armée russe, qui poussent certains au sein du Kremlin à tirer la sonnette d'alarme. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture de la guerre de Poutine et son impact sur la Russie. Merci de nous avoir regardés.